Où en est-on dans la réorganisation du secteur de vente d'essence de contrebande? Les mini-stations annoncées par le gouvernement sont désormais visibles dans les villes, mais les jerrycans ont aussi toujours droit de citer la pratique ancienne qui à court continue de prospérer. Les jerrycans, eh bien, ce sont ces bidons jaunes qui indiquent un point de vente de ce liquide inflammable en agglomération ou au bord des rues. Elles sont reines au nez et à la barbe de tout le monde. Avec Alexandra Dioton, donc on se penche sur la question, c'est dans la chronique économie. Bonjour et bienvenue à Alexandra Dioton. Merci à mon Améga, bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous rejoindre par ici pour évidemment aborder cette question importante, cruciale. Ah oui, et l'actualité liée à cette question-là, parlant d'essence de contrebande, vous le savez, c'est cette flambée des prix qu'on connaît actuellement depuis déjà 72 heures, voire 5 jours. De 500 francs le litre, le produit est passé à 800 francs, voire plus par endroit, aux grandes dames des usagers, propriétaires de motos et véhicules. Quelles en sont les causes? Le secteur étant en pleine restructuration, nous avons donc choisi de nous intéresser au sujet, histoire d'apporter des éclairages à nos téléspectateurs. Et comme invité, nous recevons ce matin le président des acteurs de la filière, Henri Assoba, président de l'association des vendeurs d'essence de contrebande. Avec lui, Dr Dieudonné Kofi Assouvi, spécialiste des questions de nouvelle économie et des finances, qui certainement va nous rejoindre en cours d'émission. Alors, Henri Assoba, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Et la première question déjà, c'est qu'est-ce qui explique la flambée des prix observée depuis quelques jours? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et je vais vous dire que ce n'est pas pour la première fois que ça se passe. Ah oui. Et chaque fois qu'il y a un petit problème au Nigeria, ça agit automatiquement sur nous. On a appris depuis la semaine passée qu'il y a une affectation au niveau de la douane nigériane. D'accord. Donc les nouvelles têtes qui sont venues, ils n'ont pas voulu comprendre les acteurs pour faire passer librement les produits. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a un peu de... Ça a ralenti un peu pour arriver dans les stations au Nigeria. Donc quand ça arrive comme ça, là, automatiquement, ça agit sur nous ici. Donc l'approvisionnement qui se faisait avant, ça ne se fait plus maintenant. Le processus est entaché, c'est ça? Voilà. Donc c'est ça qui a fait que vous avez constaté la hausse du prix dans notre pays. Okay. Sinon, toute sincérité, ce n'est pas que... Parce que j'avais appris la fois dernière, bon, avant-hier, que c'est les autorités de notre pays. Non, c'est faux. Les autorités béninoises n'en ont Parce que le bruit court, comme quoi les frontières entre le Bénin et le Niger auraient été refermées, spécifiquement en ce qui concerne la livraison des produits, donc telle l'essence. Non, mais... C'est ce qui se dit. Non, est-ce que l'essence provient du Niger? Du Nigeria, ok. Je parle du Nigeria. Du Nigeria. Ouais. Non, la frontière n'est plus fermée maintenant. C'est ça. C'est ouvert. Donc, ce n'est aucune autorité béninoise non pour rien. Ce qui se passe, c'est la douane nigériane qui ne veut pas comprendre les acteurs. C'est ça qui a amené ça. C'est tout. Ok. Alors, la filière essence de contrebande aujourd'hui au Bénin, j'ai bien envie de vous demander, c'est combien d'acteurs et combien mobilisés de façon journalière en termes de volume de vente ou même de chiffre d'affaires? Est-ce que je peux vous dire ça sur ce plateau maintenant? Allons-y sans langue de bois. Non, je ne peux pas vous dire ça parce que chacun, je vais dire pour moi, mais je ne connais pas pour les autres. Oui, mais on peut estimer quand même, sachant que vous êtes président de l'association. Moi, je suis un transporteur, je transporte. D'accord. Moi, je ne vends pas. Et si vous allez voir, vous allez savoir ça, c'est au niveau des revendeurs d'essence, ceux qui sont au bord des voies. C'est ce que je peux vous dire, mais ceux-là, je pense que par jour, peut-être il y a des gens qui sont à 5 000 ou bien 10 000. Ceux qui sont au bord des voies, je ne parle pas des grossistes. Donc, je ne peux pas vous expliquer, je ne peux pas vous donner une réponse exacte pour ça. Et c'est combien d'acteurs mobilisés par jour? Dans le vent de l'essence relatée, oui.
Je ne peux pas expliquer ça parce que vous-même, vous savez qu'on est des milliers de personnes au Bénin. Au Bénin, des milliers de personnes au Bénin qui vivent de ça. Alors, c'est une activité prohibée. On dit que l'essence, vendre de l'essence en bordure de rue, c'est interdit, n'est-ce pas? Mais vous êtes constitué en association. L'association est reconnue par l'État, c'est ça? Non. Vous-même, vous venez de dire que c'est une activité qui est interdite. Donc, comment se fait-il que l'État va reconnaître cette association? Mais l'État sait quand même qu'il y a des gens qui vivent de ça. Il y a des gens qui font cette activité. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais dit que nous avons une association qui soit reconnue par l'État. Non. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais plusieurs fois déjà, vous êtes allé rencontrer les autorités, n'est-ce pas? Oui, mais après nous sommes des Béninois. Oui. Et quand il y a un petit problème, les autorités nous appellent pour nous dire ce qu'il faut faire, comment il faut, les conduites à tenir. La fois dernière, quand il y a un drame à Sémécraqué, 2 fois de suite, le ministre des Finances et celle du Commerce nous ont appelés 2 fois pour nous donner des conseils, comment faire pour que des choses comme ça n'arrivent plus. Donc c'est ça. Entre-temps, il nous a rejoint par ici, madame, monsieur, docteur Dieudonné Kofi Assouvi, spécialiste des questions de nouvelle économie et de finances. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Bienvenue à vous, docteur. Merci. Alors, nous parlons ce matin donc de l'essence de contrebande. Oui, c'est une activité interdite, prohibée. Malheureusement, c'est qu'elle est la peau dure et qu'elle continue d'avoir cours dans nos rues. On en voit exposé en bordure de voies et tout ça. Docteur Assouvi, ce constat, qu'est-ce qui l'explique, sachant que la lutte se mène depuis de longues dates? Merci, madame la journaliste. Je crois que quand il avait eu le drame de Sémécraqué, nous l'avons dit sur ce plateau. Et pour moi, nous sommes depuis les années 90 dans la transition vers la nouvelle économie. Et tous les pays s'organisent pour que l'économie informelle, l'économie dirige même souterraine, l'économie dangereuse, n'occupe pas une grande partie de l'économie comme c'est le cas au Bénin, parce que cette activité occupe la majeure partie de la population du Bénin sur toute l'étendue du territoire national. Donc on ne peut pas construire une économie rationnelle, une économie de développement sur le secteur informel avec des gens qui s'adonnent à des activités essentiellement précaires et qui précarisent leur vie eux-mêmes en tant qu'acteurs du secteur. Donc je crois que le moment est venu pour que, à leur niveau, au niveau des acteurs, je veux dire, qu'ils prennent conscience que c'est une activité qui les précarise parce que nuisible à la santé, parce que nuisible à l'environnement, parce que ça fait des victimes dans leur rang en dehors des drames cycliques que nous connaissons ou récurrents que nous connaissons. Donc je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience pour accompagner les autorités dans les différentes mesures qui sont prises pour en arriver à sortir de ce secteur-là pour construire une économie rationnelle. Il va de l'intérêt de tout le pays parce que aujourd'hui, quand on calcule le PIB, c'est au regard des agrégats macroéconomiques, dont les activités des acteurs économiques. Et si une grande partie des acteurs échappent à l'économie, ça veut dire que le pays n'avance pas comme cela se doit. Justement, qu'est-ce qui plombe les efforts? Parce que restructuration, réorganisation du secteur, on en parle quand même, ça date pas d'aujourd'hui. Bien sûr. Qu'est-ce qui plombe les efforts? Les efforts sont plombés par les acteurs. Ils sont les premiers à plomber les acteurs. Et deuxième facteur qui plombe les efforts, ce sont les facteurs politiques, puisque ces acteurs, je vous ai dit, sont une frange importante de la population et qui constituent un électorat pour les politiciens. Donc, aller vers ce secteur avec des actions énergiques, des actions courageuses, des actions audacieuses, constituerait pour ces acteurs politiques la perte d'une partie de l'électorat. Ce qui fait que tous les acteurs, c'est vrai, annoncent des réformes, mais ces réformes n'ont jamais été d'envergure pour formaliser ou même pour adapter le secteur vers la nouvelle économie dont on parle aujourd'hui. C'est ça l'essentiellement. Maintenant, il y a des facteurs sociologiques
sociologique aussi historique, où des gens qui se disent que c'est une activité que mon papa ou ma maman ou mon frère m'a laissé, par conséquent, ils n'envisagent pas d'autres alternatives. On est tombé dans ce que les psychologues appellent la dépendance à l'activité. Donc les gens pensent que cette activité-là ne peut pas suivre, ce qui est totalement une mauvaise perception, une vue très erronée de la réalité économique de notre pays. Alors Henri Assoba, déjà la toute dernière fois où vous étiez avec les autorités, vous l'avez rappelé, c'est au lendemain du drame de Craquet qui, il faut le rappeler, a fait plus de 20 morts. Oui, une situation assez macabre. Alors au cours de ces échanges-là, avec les autorités, vous êtes entendu sur quoi? Quels ont été les différents aspects abordés? Non, bon, les autorités nous ont interdit à stocker des produits dans des maisons où il y a des gens, où les gens vivent. Oui. Et elles nous ont dit d'éloigner un peu nos magasins dans des zones un peu reculées pour éviter ces genres de dangers. Et après ça, le ministre des Finances nous a parlé des mini-stations, ce qui est bien pour la population, parce que du fait d'aligner des bouteilles au bord des grandes voies, c'est-à-dire les voies qui sont nouvellement construites, c'est pas bien, parce que nous, on ne peut pas être en train de penser pour nous et créer de problèmes aux autres. Parce que si on aligne les bouteilles au bord des voies, un piéton ou bien quelqu'un qui est sur sa moto et qui dévie, ce que ça va amener, bon, vous voyez, non? Donc le ministre nous a parlé des mini-stations pour que tout le monde adhère à cela. Donc en toute sincérité, vous allez voir dans quelques arrondissements de la ville de Cotonou, il y a des mini-stations qui sont déjà placées et qui fonctionnent déjà. Donc, à bras ouverts, nous-mêmes, on a accepté cela et on veut que le gouvernement nous aide pour que tout ça là, toutes ces mini-stations soient réparties sur toute l'étendue du territoire national. Là, ça va assurer la sécurité de la population. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on a eu à discuter avec le ministre des Finances et celle du Commerce. Vous avez parlé des mini-stations, qui les a érigées et comment se fera leur gestion? Bon, on va nous distribuer ça. D'accord, gratuitement? Oui, gratuitement, mais les frais d'installation, c'est nous-mêmes qui avons supporté, ce que j'ai appris. Et ceux qui ont pris ça, ils nous ont dit effectivement que pour poser ça, c'est toi qui le bénéficiaire, c'est toi qui vas supporter. Et puis il y a l'électricité. Si tu vends, à la fin de chaque mois, c'est toi-même qui paies ta facture. Donc ce n'est pas que le gouvernement nous a dit bon, on va acheter ces mini-stations à tel nombre de millions, non, on n'a jamais appris ça. D'accord. Ce qui est déjà flagrant, c'est qu'on a comme l'impression que vous n'êtes forcément pas intéressé par le dispositif. On n'observe forcément pas un engouement de ces vendeurs-là autour des mini-stations. Non, c'est faux. C'est un fait quand même. Hein, non, c'est faux, c'est faux. Tous les vendeurs d'essence, les revendeurs d'essence, oui. Ceux qui sont au bord des voies là, oui. Eux tous, ils ont accepté, ils se sont enregistrés, des milliers de personnes se sont déjà enregistrées, donc on a accepté, tout le monde adhère ça, parce que vous voyez les bouteilles aussi là, ça nous génère. Ce n'est pas que nous ne sommes pas conscients de ce qu'on fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres activités que on continue de faire ça. Sinon, nous-mêmes, on est conscients de ce qu'on fait, que c'est une activité qui est dangereuse. Et comme on n'a pas d'autres activités, bon, on est dedans comme ça. Sinon, on a tous accepté pour que les mini-stations fonctionnent, pour éviter ces genres de dangers, pour éviter, parce que si tu as ta mini-station maintenant, tu ne peux plus prendre un raccord et aspirer, comment je vais dire, et tirer l'essence. On fait ça dedans et puis si quelqu'un veut vendre, si quelqu'un veut acheter, tu appuies ton bouton et puis... le système est automatisé. Voilà.
Voilà, donc on est tous d'accord pour les mini-stations. Vous êtes tous d'accord. Oui. Qu'est-ce qui est prévu par arrondissement ou je ne sais pas, par commune? Y a-t-il un quota défini qui sera mis à disposition? Non, mais là où se trouve un peu le problème est que tout le monde a fait l'enregistrement. Oui. Mais maintenant, on a appris que c'est tous les 500 mètres qu'on doit... Si on place une mini-station ici maintenant, on va encore faire 500 mètres avant de placer une autre. Donc, ce qui a fait que tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas l'avoir, donc ça veut dire que finalement, tout le monde ne peut pas vendre de l'essence. C'est ça. Voilà. Et vous, lorsque c'est comme ça, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes avec vos pairs? Non, mais ce n'est pas maintenant, ni demain, ni mois prochain. Donc, quand ça arrive comme ça, tu dois commencer par penser à une autre activité. Et vous y pensez déjà? Mais ceux qui n'auront pas, eux-mêmes, sur nos forums, on dit ça, et puis ils savent que de manière progressive, ils iront dans une autre activité. Oui. Docteur Dieudonné Assouvé, voilà, des inquiétudes déjà nourries au sein de la communauté des vendeurs, des revendeurs d'essence de contrebande. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça augure de ce que ce projet-là prendra? Je ne suis pas encore sûr de ce que le projet prendrait la totalité de la frange de la population qui est dans le secteur, pour plusieurs raisons. D'abord, il vient de dire que c'est 500 mètres. Oui. Or, sur 500 mètres, on retrouve plus d'une vingtaine de revendeurs aujourd'hui. Oui, selon un recensement actuel. Voilà, et on retrouve une vingtaine de populations. Mais sur cette ligne-là, ces 20-là, ce qu'on aurait pu faire, nous sommes dans l'économie de partage aujourd'hui, ce qu'on appelle les entreprises opales, c'est-à-dire qui sont constituées par les gens eux-mêmes et qui se gèrent par eux-mêmes en tant qu'ils sont à la fois actionnaires et gestionnaires de l'entreprise. Il faut que l'État réfléchisse pour aller vers ces nouvelles formes d'entreprise, pour que les gens se regroupent en groupe et ils viennent dans cette économie-là, chacun avec une part, parce qu'ils gagnent de l'argent dans le secteur. Au lieu de faire ce qu'on est en train de faire, que ça soit individuel, les stations individuelles, ça ne marchera pas sur le long terme, parce que quand les deuxième facteur, quand les machines vont tomber en panne, qui va assumer les coûts? Troisièmement, il a dit aussi les frais additionnels. Et quand le revendeur calcule ça par rapport à ce qu'il gagnait avant, il trouve que ce n'est pas rentable parce qu'il faut qu'il paie l'électricité, il faut qu'il paie ceci, il faut qu'il paie cela dedans. Et ça en général des coûts supplémentaires sur son activité. Ce qui fait que en réalité, ce qu'il dit, c'est qu'ils sont réticents. C'est bien pour la sécurité, mais ils sont réticents parce que nous sommes dans un pays où les gens bravent les risques pour survivre, sachant ne faisant pas l'équilibre entre les risques et la survie. Donc au regard de ça, ce projet aura des difficultés à vraiment s'enraciner dans le pays et sur l'ensemble du territoire national. Il va falloir aller au-delà pour aller vers les entreprises qui fonctionnent sur la base de l'économie de partage, les mettre en groupe et les former pour dire voilà comment vous allez organiser le secteur. Henri Asogba, est-ce que vous avez déjà pensé à une option pareille? En votre sein constitué de petits groupes, des regroupements d'entrepreneurs qui puissent aller vers l'État, prendre le dispositif et puis s'assurer de sa gestion? La vente de l'essence frélatée, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en groupe. Et c'est quelque chose qui se fait individuellement. Qui se faisait individuellement jusqu'ici, mais puisqu'on parle de réorganiser, de revoir les choses, il faut quand même être dans une certaine disposition d'esprit, laisser de l'ouverture. Mais est-ce que nous, on a quelque chose contre le gouvernement? On n'a rien contre le gouvernement, mais si le gouvernement nous dit maintenant là, regroupez-vous et on va vous trouver ça, mais on va accepter. Mais si le gouvernement ne nous dit pas ça, on est obligé de continuer à fonctionner comme on a l'habitude de le faire. C'est tout. Sinon, si je vous dis maintenant qu'on s'est réunis, on s'est mis en association pour penser à une activité secondaire ou bien quoi là, non, je mens. Parce que là où je suis maintenant là,
Je sais combien moi je gagne par jour, combien m'arrive par jour, je sais ça donc. Et je ne peux pas dire maintenant que je vais m'associer avec d'autres personnes. Vous voyez, au Bénin ici, il y a trop de la jalousie, de la haine, et puis rester en groupe comme ça, là, si ce n'est pas la décision des autorités du pays, ça sera difficile pour nous, sincèrement. Le facteur sociologique, quand on observe la situation, a de l'ascendance, docteur Assouvi. Finalement, sur quel facteur, sur quel centre d'intérêt est-ce qu'il faut agir? Vous avez fait une belle proposition qui concourt à l'intérêt de chacun. Le facteur sociologique, il faut que dans ce pays, on arrive à briser ça. C'est vrai, là, c'est la réalité du pays. Mais ce n'est pas seulement dans le secteur. Même les fonctionnaires, on a une fonction publique de délateurs. Les gens qui vont saboter leurs camarades, leurs collègues pour avoir des postes. Donc, la haine, ce n'est pas que dans leur secteur. Mais il faut qu'on arrive à dépasser ce facteur-là parce que c'est un facteur qui nous tire derrière en tant que pays dans le Conseil des Nations aujourd'hui. Le président Sarkozy disait une civilisation, c'est celle qui est capable de métissage du génie humain. Donc on ne peut pas dire que nous avons une culture, nous avons une sociologie et qui est comme ça négatif à nous-mêmes parce qu'on n'arrive pas à parler ensemble, on n'arrive pas à se faire confiance mutuellement et qu'on va continuer à dire ça. C'est inacceptable au 21e siècle. Donc il faut que chacun prenne conscience de ce que ce pays a besoin de tous ses fils pour faire l'économie, pour faire le développement durable et inclusif et qu'à ce titre-là, chacun travaille sur sa personne pour changer cette mentalité qui nous tire vers derrière. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui et je crois que dans le secteur, ils doivent faire l'effort, surtout que la précarité, c'est leur quotidien. Vous ne pouvez pas construire, c'est vrai qu'il dit qu'il gagne, il veut pouvoir construire une économie, votre vie sur un secteur comme ça. Hier, même dans la nuit, j'ai suivi sur Voice Africa, le Nigeria même traîne des paradoxes dans le secteur pétrolier. Ils produisent aujourd'hui 13 millions de barils, mais ils ont besoin aussi de 11 millions de barils. Donc il y a un paradoxe dans la gestion même au Nigeria. Si demain, tel que la nouvelle raffinerie est en train d'aller vers la rationalisation du secteur et qu'on arrive à rationaliser tout au moins jusqu'à 90% et qu'on dise maintenant c'est à peine 0,5% qui viendrait par contrebande ici. Ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que les gens vont basculer carrément. Il y en a qui vont se suicider même ou mourir carrément comme ils sont déflactés d'une entreprise. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper sur les choses et non pas se cantonner à une sociologie qui est obsolète. Ça, c'est de l'obscurantisme collectif. On ne peut pas accepter ça au 21e siècle pour moi. Et je l'ai écrit dans un livre que c'est le propre qui est intitulé Primauté du droit dans les pays en voie de développement, lui, sous nécessité. Ce sont des facteurs handicapants à l'application du droit réel pour que chacun puisse s'épanouir dans un état de droit, ce qu'il est en train de dire. Mais il faut dépasser ça. Henri Assogba, vous avez quand même conscience des risques dans l'exercice de ce que vous menez comme activité. Mais, votre fonction de journalisme, là, il n'y a pas de risque. Dans quelle activité il n'y a pas de risque dans ce monde? N'est-ce pas? Oui, les risques sont inhérents à toute chose. Ouais. Ce n'est pas seulement dans l'essence relatée qu'il y a des risques. Donc, ce n'est pas dans tous les métiers qu'on est susceptible. Les risques ne sont pas du même ordre. Les échelles sont variables. Les risques ne sont pas du même ordre, mais dans la ville, dans le monde d'aujourd'hui, dans la ville, là, il y a des risques un peu partout. C'est pas seulement dans les centres relatés. Nous-mêmes, nous sommes conscients que ce qu'on fait, c'est pas bien, il y a des risques dedans. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres choses. S'il y a d'autres choses plus mieux que ça, si vous nous trouvez ça, il n'y a pas de problème. C'est simple. Tout est question de choix. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous nous trouvez ça maintenant, vous nous proposez ça. Si je sors d'ici maintenant, vous m'appelez pour me dire, mon frère, bon, on vous a trouvé ci, on vous a trouvé ça là, quelque part. On va s'organiser et puis le faire. On va étudier si c'est bien. Bon, alors, on continue. Henri Assogba, aujourd'hui, l'essence est chère. Les populations souhaitent voir les prix baisser. Alors, pour quel jour, dans combien de jours est-ce qu'on peut espérer le retour à la baisse? Bon, ce qui est sûr, les problèmes du Nigeria ne durent pas. Parce que on parle de nous ici, mais au Nigeria aussi, c'est encore un autre monde qui vit de ça. Donc, ils font tout possible pour que ça ne dure pas. Donc, d'ici une semaine ou plus,
par la grâce de Dieu, bon, tout va rentrer dans l'ordre. Merci bien. Je le rappelle, vous êtes le président de l'association des vendeurs d'essence de contrebande. Avec vous, nous avons eu le plaisir de bénéficier des analyses de Dr Dieudonné Kofi Assouvi, spécialiste des questions de nouvelle économie et des finances. Merci à vous deux d'être passés par ici. Hermon Amégan, ce sera donc tout pour la chronique économique ce matin. Merci beaucoup à vous, Alexandra Dioton. On se retrouve dans pas longtemps, mercredi prochain, sans doute, si tout va bien, pour une nouvelle thématique. 5 sur 7 matin, nous allons ouvrir une petite page sportive pour parler un peu sport. Oui, on va parler Jeux Olympiques, on va parler flamme olympique. Et un Béninois, surtout d'un Béninois qui va relayer la flamme olympique. C'est un privilège, c'est un prestige. On en parle tout de suite et maintenant.